Merci. Alors, j'espère que mon réseau va tenir. Je suis en déplacement sur le campus délocalisé d'Angoulême, mais c'est pas simple au niveau du réseau. J'espère que vous m'entendez et que vous voyez la présentation pour le moment. C'est le cas. On t'entend, on ne voit rien pour l'instant. Ah, alors, Si, on Si, moi voit. je vois bien l'information, hein. Je vois Oui, bien oui. ok, la présentation. bon, super. Ok. Vous ne voyez Écoutez, pas à Brest? Non, nous, on voit pas. Bon, c'est pas grave, vas-y, démarre, Aurélien. Ouais. bon, bah écoutez, merci en tout cas de nous donner l'occasion d'échanger sur ces sujets-là. Merci à l'UNES d'organiser cette journée. Donc, je vais essayer de vous présenter succinctement un petit peu le contexte global et puis comment la C3D s'est engagée dans cette approche compétence au sens large du terme. Comme l'a dit Jérôme, le contexte des formations en STAPS, c'est le contexte globalement des formations métiers du sport. Bien entendu, j'oublie pas le management du sport ou l'ergonomie, qui sont pas des métiers du face-à-face pédagogique, mais qui sont très réglementés du fait du code du sport qui réglemente l'accès à un emploi rémunéré pour l'ensemble des diplômes français. On a une certaine quantité, voire pléthore de diplômes dans le champ du sport ou de l'animation. C'est plus de 1000 diplômes qui sont aujourd'hui éligibles et qui permettent un accès à cet encadrement contre rémunération dans le secteur du sport. Donc la concurrence est très forte sur le champ de la formation et de la certification au métier du sport. On a plusieurs opérateurs de formation en présence, les universités, le ministère chargé des sports ou ces opérateurs privés ou publics qui délivrent des BP, des DE, des DES en parallèle des formations STAPS. Donc l'ensemble de ces contextes font que on a été contraint et très fortement dans l'anticipation pour s'engager dans les réformes afin de plusieurs pour agir sur plusieurs leviers. D'une part, assurer la reconnaissance des formations en STAPS, répondre à ces contraintes concurrentielles que je viens de vous exposer, et puis également avoir la possibilité éventuelle de s'ouvrir à la formation tout au long de la vie, à l'apprentissage. Et puis récemment, en 2018, il y a eu un impact fort de la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, que vous connaissez certainement tous, qui a des enjeux et des conséquences sur la libéralisation des parcours de formation et des certifications, et qui flexibilise, si je peux me permettre, ces parcours de certification. Cette loi, elle a plusieurs conséquences et puis plusieurs cadres. Globalement, c'est une approche concurrentielle de l'apprentissage, c'est-à-dire que chaque, on va dire, employeur et personne qui veut former ses diplômés peut s'engager dans une approche d'apprentissage et puis aller chercher l'organisme de formation qui lui convient ou qui est le plus à propos pour former ses futurs employés au métier qu'il veut développer. C'est globalement une reprise en main par l'État au détriment des régions, et puis c'est un marché confié en orientation aux branches professionnelles qui ont encore plus qu'avant, je dirais, la main sur les besoins et ou leurs exigences de formation professionnelle. Et puis, la régulation du marché change. Elle est confiée aujourd'hui à l'opérateur France Compétences qui va certifier les diplômes ou les certifications qui donnent droit à l'éligibilité de la formation continue et du financement de l'apprentissage. Donc, tout ce cadre un petit peu institutionnel impose des conséquences sur l'enseignement supérieur à la recherche et bien entendu sur les formations STAPS qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont hautement concurrentielles. Donc, les conséquences sont autour de la certification, c'est-à-dire qu'on doit certifier et avoir des fiches RNCP articulées en blocs de compétences qui sont les résultats d'apprentissage évalués, qui doivent découler de 3 référentiels. Un référentiel d'activité qui devrait décrire ou qui décrit les situations de travail, les activités exercées, les métiers. Donc, on est plus sur une approche métier ici et pas sur une approche formation. Je m'engage dans telle ou telle formation. C'est je m'engage dans la formation à un métier ou à des activités professionnelles données. Un référentiel de compétences qui va de fait identifier les compétences, les connaissances transversales, etc., qui découlent de ces référentiels d'activité, c'est-à-dire comment je peux opérationnaliser mes acquis d'apprentissage au sein des métiers visés. Et puis, bien entendu, un référentiel d'évaluation qui va définir les critères, les modalités d'évaluation des acquis de façon à certifier les compétences qui sont visées pour aller obtenir la certification, mais principalement l'insertion professionnelle à venir. Donc la formation est une modalité, est un moyen
cette fois pour acquérir la compétence et parfois un petit peu scindé de la certification, ce qui n'était pas forcément le cas précédemment. Donc les implications de cette loi dans l'enseignement supérieur de la recherche et associée au cadrage des GESIP, qui est relativement bien fait, c'est d'accroître la lisibilité des compétences rattachées aux certifications professionnelles, y compris au sein de l'enseignement supérieur, qui n'est pas forcément préparé à cela au départ. C'est faire peut-être une distinction peut-être plus fine, plus grande entre la formation et la certification de ces compétences. C'est définir des compétences qui sont à l'interface entre la formation, le métier et l'emploi, de façon à favoriser, bien entendu, l'insertion professionnelle des diplômés. Et puis, c'est définir des référentiels nationaux des compétences pour chacune des mentions de licence et potentiellement de master, de DOS, de licence pro, au regard des compétences linguistiques, transversales et pré-professionnelles ou professionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mention, et y compris les mentions stables, doivent disposer d'une fiche RNCP et de blocs de compétences associés qui correspondent au champ professionnel ou aux métiers qui sont visés dans ce champ. Donc, je vous ai remis un petit peu un copier-coller ici d'un cadrage des GESI qui est relativement intéressant, il me semble. Et puis, je vais maintenant focaliser plus sur la thématique de l'après-midi qui est l'approche compétences en STAPS, avec clairement un besoin pour nous dans la filière de travail croisé entre, comme on l'a dit, les fiches RNCP, associés à ces fiches RNCP des blocs de compétences qui sont dédiés à des compétences métiers, identifier des référentiels de formation et d'évaluation pour avoir des progressions d'apprentissage qui soient les plus optimales possibles et qui puissent aboutir à un développement de ces compétences les plus pertinentes possibles. C'est définir les connaissances, les méthodes, les savoir-être dans les maquettes de façon à acquérir ces compétences et pouvoir certifier ces compétences professionnelles in fine à l'issue des 3 années de licence, si on prend l'exemple de la licence NAPS. C'est également secondairement ou a priori si possible définir des modules de compétences qui sont des blocs des blocs d'apprentissage qui sont infra-blocs de compétences, qui soient peut-être plus faciles et plus accessibles en formation tout au long de la vie. Si on considère qu'un bloc de compétences c'est une centaine d'heures par exemple, comme on les a définis nous dans les fiches RNCP, peut-être qu'il y a besoin de définir des modules de compétences de format plus restreint qui puissent être accessibles en formation tout au long de la vie sur 2 ou 3 jours de formation ou sur une semaine de formation, de façon à favoriser la FTLV par exemple et ou l'inscription dans une démarche d'apprentissage. C'est également sur un travail de maquette de définir des éléments constitutifs des unités d'enseignement, donc les matières qui vont contribuer aux compétences, aux modules de compétences et aux blocs de compétences, de façon à atteindre les exigences définies dans la fiche RNCP. Et donc, après, de définir comment on certifie, comment on évalue la compétence des étudiants qui sont en formation de façon à certifier le diplôme et les compétences associées. Alors, Yannick Van Poel et Didier Delinière ont initié ce travail-là depuis bien longtemps, en lien avec la C3D STAPS et avec l'ensemble des directeurs du FR STAPS. Donc, on a la chance en STAPS d'avoir une conférence des directeurs et des doyens qui est relativement uniforme et unie sur le territoire, ce qui a permis d'initier cela. Alors, en étant tout à fait honnête, je pense qu'au départ, pas grand monde, si ce n'est Yannick, voyait l'intérêt de s'inscrire dans cette démarche de bloc de compétences, de fiches RNCP et de faire travailler toute la communauté sur ce sujet-là. On va voir que c'était, et on le voit aujourd'hui, que c'était tout à fait pertinent. Ça a été initié donc par le CA aussi, qui a travaillé par un ensemble de groupes de travail par mention, avec les directeurs de composantes et ou leurs associés, leurs responsables de formation, leurs responsables de diplôme, les équipes de formation de chaque mention, qui ont ensuite contribué à la définition des blocs de compétences, des référentiels de formation, et puis sur les dernières réunions, à définir dans quel cadre et quelles sont les compétences et les critères d'évaluation qui permettent de certifier ces compétences. Bien entendu, l'ensemble de ces démarches et de ces réflexions ont été associés des professionnels et les branches professionnelles à travers, avant qu'ils ne disparaissent, le comité de concertation sport-animation qui était articulé entre le MESRI, le ministère des Sports, les branches professionnelles qui permettaient d'avoir une certaine forme d'aller-retour entre les besoins du secteur et puis on va dire les exigences ou le cadrage de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Ce travail a été un travail de longue, voire de très longue haleine, pour certains de trop longue haleine, parce qu'il a duré de 2015 à 2020 avec quasi systématiquement un créneau dans chacun des séminaires de la C3D STAPS, qui avait la chance d'être en présentiel à cette période-là, et où on a travaillé vraiment en équipe avec l'ensemble des directeurs, des équipes de formation pour arriver à quelque chose de globalement le plus consensuel possible. Pour que l'on puisse former nos étudiants au mieux aux exigences professionnelles, tout en gardant on va dire l'essentiel de notre formation universitaire au métier du sport et au face-à-face et à l'encadrement pédagogique. Le travail de formulation appliquée, il a été parfois contraints par des cadrages parfois qui ont changé d'une année à l'autre en fonction des politiques de cette étance, de la transformation en 2018 et du passage de la loi pour l'avenir professionnel à France Compétences. Et puis, un gros travail, une fois qu'on avait travaillé, nous, en interne, de mise en cohérence avec les exigences, l'organisation des blocs les uns par rapport aux autres, l'organisation des blocs transversaux vis-à-vis des blocs professionnels, pré-professionnels, etc. En étant tout à fait honnête, parce que moi j'ai pris le chemin bien entendu en marche en tant que directeur et puis maintenant en tant que président de la C3D, je pense qu'aujourd'hui seulement on prend conscience de la plus-value de ce travail-là et de l'anticipation de ce travail-là initié par Yannick Van Poel dans le cadre de la loi de 2018, dans le cadre de la mise en œuvre de cet apprentissage et du changement de politique de l'emploi et de l'apprentissage. Donc je pense que c'était vraiment une belle anticipation de la part de mes anciens collègues Didier Delinière et puis du collègue Yannick qui est encore directeur et qui est membre du CA encore actuellement, que je remercie ici sincèrement pour avoir eu la présence d'esprit de s'engager dans cette démarche à un moment où c'était pas tout à fait à propos. Ici, une petite conclusion, c'est encore une fois un document de la DGSIP où on voit que les référentiels nationaux de compétences ont plusieurs intérêts et peuvent contribuer au parcours de l'étudiant, que ce soit dès l'orientation, on est en pleine phase Parcoursup, même si ça se termine dans quelques jours, ça nous a permis, une fois qu'on avait identifié quelles étaient les compétences attendues en fin de cursus, peut-être d'identifier aussi les compétences attendues pour les lycéens pour rentrer en formation. Donc, ça nous a permis de définir nos 5 domaines de compétences. Ça permet bien entendu de favoriser l'insertion professionnelle parce que les fiches RNCP sont lisibles sur France Compétences. Elle valide quelque part l'approche professionnalisante de nos diplômes en STAPS au regard de la concurrence dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, bien entendu, on est tous plus ou moins engagés aujourd'hui dans la formation tout au long de la vie, l'apprentissage, et ça permet de rassurer les branches professionnelles au regard des compétences que l'on peut contribuer à développer chez leurs salariés qui viennent dans nos UFR aujourd'hui. Donc, le travail n'est bien entendu pas terminé parce que une fois qu'on a défini ces grands blocs de compétences, qu'on a défini en gros un cadrage national, reste ensuite à le mettre en œuvre localement en définissant quelles sont les matières qui vont contribuer à tel ou tel bloc de compétences et en gros quel UE va contribuer ou quelle partie du UE va contribuer dans un tableau croisé à aboutir à une compétence transversale, linguistique, pré-professionnelle ou professionnelle. Voilà, je vais laisser mes collègues ensuite préciser plutôt la mise en œuvre ou l'approche de mise en œuvre, et puis je répondrai à vos questions soit maintenant, soit à l'issue de l'ensemble des présentations. Oui, j'espère qu'on m'avait entendu tout le long. Oui, parfaitement, très bien. Merci Aurélien pour toutes ces précisions. Alors, ce que je propose peut-être, c'est prendre quelques minutes suite à ton intervention pour les questions de compréhension, pour peut-être que ce sera plus facile d'y répondre maintenant. Donc voilà, si vous avez des questions. Oui, j'ai une question ou une remarque pour Aurélien. Sur ta présentation, Aurélien, donc tu parles de modules à l'intérieur, donc de briques à l'intérieur des grands blocs. C'est ce qu'on a fait.
Donc, dans le cadre de la formation continue, on propose ces modules sous forme de certificat universitaire dans notre établissement. Par contre, on se voit refuser le fait de pouvoir émarger sur le compte personnel de formation sur ces briques, ce qui pose problème, ce qui est dommage, puisque c'était bien le principe de l'AFTLV de pouvoir venir chercher différentes briques pour avancer et puis voire même faire de la capitalisation dans le cadre d'une VAE. Donc voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est partagé par d'autres établissements, et puis du coup c'est un frein, et ça serait, si vous avez la possibilité avec la C3D de lever ce frein, ça serait bien, d'autant plus que ces briques-là, en fait, comme elles sont mutualisées avec notre master, et que notre master est construit en bloc sur la fiche RNCP, on a du mal à comprendre pourquoi on a ce refus, alors qu'on est bien sur un diplôme qui émarge au RNCP. Bonne question. Là, pour l'instant, j'ai pas la réponse. Peut-être que c'est parce que, en effet, ces modules sont pas aujourd'hui lisibles au sein des fiches RNCP et sont pas inscrits comme des sous-parties des blocs. Là, je réfléchis tout haut. Hein. Je suis pas très expert de ces technicités-là. Peut-être qu'il faudra se rapprocher de France Compétences et peut-être leur expliquer que ce sont des sous-parties, et puis essayer de valoriser ce fait-là pour que ce soit pris en compte dans le CPF. Mais j'ai pas la réponse, on va dire, technique à cette question. Merci, Muriel. Ok, on va creuser de ce côté-là. Merci bien. Une autre question éventuellement? Non, pas de question. Juste une question peut-être sur le DUG. Est-ce qu'on a une idée de savoir quand est-ce que ça sera publié sur France Compétences? J'ai l'impression que ça n'est pas encore. Et c'est vrai que dans le cadre de la formation continue, on a des difficultés à valoriser ce DUG. Ouais, c'est en cours de publication. C'était un gros enjeu aussi que le DUG conserve son inscription à France Compétences. On a un bloc de compétences qui est inscrit ou qui devrait être publié très prochainement, si c'est pas le cas. Je pensais que c'était le cas moi-même, qui est vraiment animation et encadrement en toute sécurité pour les activités physiques et sportives hors environnement spécifique, donc qui sont la transposition de ce que l'on avait précédemment, et qui est un vrai enjeu de professionnalisation et je dirais de multi-compétences, y compris pour nos mentions qui ne poursuivent pas la formation à l'encadrement ou à l'enseignement. Je pense aux licences management du sport ou aux licences ergonomie, par exemple, qui ont au moins cette compétence-là, et qui peut ensuite leur servir sur des pluri-activités professionnelles dans le cadre de clubs sportifs dans lesquels ils peuvent participer pour une part à l'animation, à l'encadrement, et pour une part à la gestion, au développement, et puis à la recherche de ressources financières, par exemple. Donc c'est un vrai enjeu. Si c'est pas publié, c'est vraiment en cours, et on a un accord du CSLMD et puis de France Compétences pour la publication de ce bloc du DOC. Donc ça, je pense que c'est aussi une force de notre formation, d'avoir une professionnalisation possible à partir de Bac+2, reconnue par le Code du sport et par les professionnels.